regarde cette maison. Elle est considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'architecture, une perfection d'acier et de verre flottant au-dessus du sol. Mais derrière cette façade parfaite se cache un véritable cauchemar. Des factures impayées, un procès destructeur et une propriétaire poussée à bout, prisonnière d'une maison d'une beauté invivable. Aujourd'hui, on va voir comment le génie de l'architecture moderne a construit une maison si pure qu'elle a ruiné la vie de sa cliente. Le dieu intouchable. Mais pour comprendre ce désastre, il faut d'abord comprendre à qui on a affaire. Dans les années 40, l'architecte allemand Ludwig mies van der Rohe n'est pas juste connu, c'est une légende vivante. Ancien directeur du célèbre Bauhaus, il fuit l'Europe pour s'installer à Chicago. Son obsession, raser l'ancienne architecture surchargée, pleine de briques et de décorations inutiles, pour tout réinventer. Il impose au monde une philosophie qui tient en 3 mots. Less is more. Moins, c'est plus. Pour Mies, la perfection réside dans le vide. Du verre, de l'acier, des lignes pures et rien d'autre. C'est un génie absolu, mais c'est aussi un homme réputé froid, têtu et qui considère que son art passe bien avant le confort de ses clients. La collision. Et c'est là qu'entre en scène la docteure Edith Farnsworth. En 1945, cette brillante femme médecin de Chicago cherche un refuge pour le week-end, loin du bruit de la ville. Lors d'un dîner mondain, elle rencontre Mies van der Rohe. Le courant passe. Elle lui confie son projet avec un budget de 40 000 $, une véritable fortune pour l'époque, et lui donne carte blanche. Mies est ravi, mais il ne voit pas une petite maison de campagne confortable. Il voit l'opportunité de sa vie, créer le manifeste ultime de l'architecture moderne. Un temple de verre absolu, il ne conçoit pas une maison pour Edith, il sculpte son propre ego. Le piège de verre. En 1951, la maison est enfin livrée. Visuellement, c'est une claque. Pas de murs porteurs visibles, des baies vitrées du sol au plafond. La maison semble léviter dans la forêt. Mais quand Edith s'y installe, la réalité la frappe en plein visage. Premièrement, le climat. En été, les immenses baies vitrées sans aération transforment la maison en serre brûlante. En hiver, c'est un frigo géant. Deuxièmement, la nature. La maison devait flotter au-dessus de la rivière, mais Mies a sous-estimé les crues. L'eau inonde régulièrement la propriété. Et la nuit, la maison éclairée devient un phare qui attire des nuées de moustiques. Et le pire, l'intimité. Edith est terrifiée. Des étudiants en architecture du monde entier font le pèlerinage pour voir le chef-d'œuvre de Mies. Et n'hésitent pas à venir coller leur visage contre la vitre pendant qu'elle s'y trouve. Elle confiera plus tard. Je me sens comme un animal en cage dans un zoo. L'explosion. L'art pur de Mies van der Rohe a un prix, et il l'a largement dépassé. La maison, estimée à 40 000 $, a finalement coûté plus de 73 000 $. Edith, ruinée et à bout de nerfs, refuse de payer la différence. Mies la poursuit alors en justice. Edith contre-attaque pour fraude et malfaçon. Le procès devient un cirque médiatique national. La presse américaine se déchaîne contre l'architecture moderne, l'accusant d'être froide, communiste et inhumaine. Devant le juge, l'architecte et sa cliente se déchirent. Mies gagnera finalement le procès sur les impayés, mais sa réputation en prend un coup monumental. Les 2 anciens amis ne s'adresseront plus jamais la parole. La leçon. Edith Farnsworth a fini par vivre dans cette maison pendant 21 ans. Elle a essayé tant bien que mal de s'y adapter, de cacher les vitres derrière d'épais rideaux, détruisant au passage la vision pure de Mies. Aujourd'hui, la Farnsworth House est devenue un musée. C'est l'un des bâtiments les plus étudiés et le plus important du XXe siècle. Mies van der Rohe avait raison sur une chose. Son bâtiment était parfait. Mais c'était une sculpture magnifique, pas un foyer. L'histoire de cette maison nous pose une question fascinante. Jusqu'où l'art et l'esthétique doivent-ils primer sur le confort de ceux qui y vivent ? À quel moment le moins devient-il trop peu ?